et du match fixing dont on parlera tout à l'heure, qui touche pas mal des jeux comme Dota. Mais votre rapport à l'e-sport pendant le confinement, là, vous en pensez quoi? Est-ce que l'e-sport pour vous a été un petit peu, est-ce que le Covid a été défavorable à l'e-sport? Est-ce que vous avez senti que la pratique, elle avait tendance à diminuer ou au contraire à augmenter pendant cette période de confinement? On commence, alors je vais commencer à poser la question peut-être à Nicolas Pidancé si tu as un avis puisque toi tu travailles à la ville de Paris aussi. Mmh. Donc tu Bah, as peut-être alors vu un petit peu, alors, comment cette crise sanitaire a impacté le milieu? C'est sûr que déjà, faut bien séparer e-sport et jeux vidéo parce que mmh, les ventes sur Steam et la pratique du jeu vidéo n'a pas diminué, voire même a augmenté, sur certains secteurs, pendant cette période-là. Après, l'e-sport, sa pratique repose beaucoup sur, de l'événementiel, parfois en présentiel. On a vu que certaines grandes ligues ont dû adapter ou ont dû repousser des sessions et beaucoup de grands événements ont été annulés, notamment par exemple à Paris, on attendait la Trackmania Cup à la Corotel Arena euh, le week-end hier, dernier. ça devait être hier soir la Voilà, ça Trackmania. devait être hier, ouais, exactement. Et ça, c'est un des nombreux exemples. Mais à Paris, dans le milieu amateur, on a par exemple des weekly sur Smash quasiment chaque soir de la semaine, enfin à Paris, dans le Grand Paris, voire en Ile-de-France. Et là, tous ces petits événements amateurs, ils ont été annulés. Et on sait que sur certains jeux, notamment le monde du versus fighting, le netcode n'est pas forcément donc le jeu en ligne n'est pas forcément d'assez bonne qualité par rapport aux exigences compétitives des joueurs. Donc voilà, il y a eu un impact certain sur tous ces milieux-là. Après, en rapport à mes fonctions, c'était surtout le côté événementiel qui a été impacté parce qu'on suivait les événements à Paris et ils ont tous dû être annulés. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même un gros ralentissement. Par contre, on a vu aussi dans l'ombre que pas mal d'organisations, d'associations ou d'individus ont profité de cette période pour parfois remettre l'église au milieu du village, retravailler sur les objectifs, développer des nouveaux projets, parfois décaler certains projets plus vers le online alors que la tendance était plutôt de se rapprocher sur le offline auparavant. Donc voilà, on a eu un impact assez certain et maintenant je suis très curieux de voir avec le déconfinement et surtout la rentrée de septembre comment les événements vont reprendre, le offline va reprendre parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en tant que collectivité, c'est ce qui se passe en physique, les lieux et les espaces qui ouvrent où les jeunes peuvent pratiquer dans un bon cadre, où il y a des liens sociaux qui se créent, etc. Donc c'est ça qu'on suit de près. OK, ben merci. Désolée, j'ai juste sorti le chat qui miaulait, mais je t'entendais bien, je t'écoutais bien. Pas de Faut pas qu'il souci. nous dérange. Mais oui, alors toi, tu vois plutôt un impact forcément un peu négatif pour tous l'organisation. Côté événementiel, en tout cas, c'est vrai que l'annulation des événements, c'est plutôt négatif et malheureusement, on peut avoir une idée reçue qui est que justement le jeu vidéo, c'est une pratique avant tout en ligne et s'imaginer que du coup, économiquement parlant, on s'en sort plutôt bien au niveau du Covid. Ce n'est pas forcément le cas, notamment pour la branche e-sport. Et je pense que Nico Beson, tu peux nous en parler, puisque toi, tu es aussi chez Francis Sport et que tu as dû avoir pas mal de retours d'organisateurs d'événements. Et voilà, l'impact économique, il est quand même là, il est présent malgré qu'on soit un domaine plutôt en ligne à la base, quoi. Bah, effectivement, hein, pour rejoindre ce que dit Nico et ce que tu soulignes, hein, Servan, c'est que je pense il y a eu tout un discours qui a été porté par les médias de manière générale pendant la crise sanitaire, mettant énormément en avant l'opportunité qu'avait pu être cette maladie et cette pandémie pour l'e-sport, avec certainement une confusion entre jeux vidéo, streaming et e-sport. Et la réalité, c'est que moi, j'irais même encore plus loin que Nico en disant que l'e-sport, il est intrinsèquement offline, c'est-à-dire que historiquement, les compétitions et les joueurs se rassemblaient lors de LAN, et c'est que ensuite, que lorsqu'Internet est apparu, qu'on a pu, en tout cas que l'e-sport s'est démocratisé, s'est popularisé, et ainsi de suite. Mais en fait, intrinsèquement, l'e-sport se pratique offline. Donc effectivement, ça a eu un impact, à mon sens, assez négatif. D'un point de vue économique, nous, avec l'association, on a mené une étude donc auprès à la fois de nos membres, mais pas forcément auprès du secteur, pour essayer d'évaluer cet impact économique. Alors bien évidemment, ce qu'on a essayé de voir, c'était plutôt l'impact négatif. Et donc aujourd'hui, sur l'étude qu'on a menée, qui rassemblait un peu plus de 70 réponses de la part des acteurs, on va dire, français majeurs de l'e-sport, c'est une évaluation à peu près d'une perte sèche cumulée de entre 5 et 10 millions d'euros. Alors, on ne sait pas exactement quel est le marché économique de l'e-sport en France. Les dernières études, elles parlent de 28 millions à 30 millions d'euros en 2018. C'est certainement plus aujourd'hui, bien évidemment, mais
voilà, si on est sur quelque chose comme 5 à 10 millions, on voit que ça commence à faire un bon pourcentage total du marché. Donc, c'est assez inquiétant. On a vu des structures fermées. Je pense au Toulouse Concept, dans le sud de la France, qui a fermé, mais même à l'échelon international, hein, des équipes comme Reciprocity qui ont été obligées en tout cas de laisser libre leurs joueurs parce qu'elles n'étaient plus en mesure de les payer. Voilà, disons qu'à mon avis, il y a des choses à nuancer, comme le souligne après Nico aussi, c'est qu'on a des acteurs qui sont plus orientés sur le online, et je pense à des acteurs qui font du coaching en ligne ou des choses comme ça, qui sont très numériques et même en fait essentiellement numériques. Pour eux, par contre, ça a été un vrai boom, quoi. Les visites sur leur site ont augmenté et leur activité a augmenté. Donc, il y a un peu de tout, quoi, de manière générale, mais disons que voilà, si je devais retenir une chose, c'est que toute cette narration, tout ce discours autour de l'opportunité qu'a pu être la crise sanitaire pour l'e-sport me semble au mieux inexact, au pire un peu malhonnête, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'était au niveau économique, en tout cas, un marché encore un peu naissant. On n'était pas comme dans une pérennisation totale de toutes les activités e-sportives qui sont en plus principalement portées, enfin pour la plupart portées par des associations et des structures nouvellement créées qui n'avaient pas forcément de fonds et de trésorerie qui leur permettent de tenir plusieurs mois sans avoir aucune activité. Il ne faut pas oublier aussi que d'annuler des événements, ça engendre des coûts également, puisqu'on ne peut pas se faire forcément rembourser de tous les frais. Parfois aussi, il faut préciser peut-être que quand on fait appel à des partenaires, des sponsors notamment, on leur demande bien sûr de l'argent pour les événements, mais on va tendance à avoir à dépenser cet argent à l'avance puisqu'il va falloir payer des prestataires pour organiser les événements. Et du coup, on se retrouve en difficulté derrière pour pouvoir rembourser également les partenaires quand l'événement est annulé. Parce qu'il faut aussi demander remboursement de la part des prestataires et c'est pas toujours évident. Donc il y a eu un vrai impact. Et alors toi, Mélissa, est-ce que tu l'as vu aussi cet impact-là? Est-ce que tu as eu autour de toi des exemples, par exemple, enfin des exemples de structures ou de personnes qui ont vraiment mal vécu, malheureusement au plan économique, ce Covid? Alors, j'ai pas beaucoup de liens avec des structures, donc sur ça, je vais pas pouvoir donner un avis, je pense, pointu. Mais si on se place du point de vue des producteurs de jeux vidéo, c'est peut-être là, après vraiment, ça va prendre avec des pincettes, c'est peut-être là, peut-être, où le Covid, qui a engendré pas mal de télétravail, en fait, est moins, enfin comment dire, le secteur d'activité du jeu vidéo, de la production, je veux dire vraiment du côté des éditeurs de jeux, d'ailleurs qu'ils soient des gros éditeurs ou des plus petits éditeurs indépendants de jeux indés, etc. Eux, quelque part, ça n'a pas trop changé pour eux, je pense. En tout cas, j'ai quelques Est-ce que tu exemples en penses à un tête. jeu, ouais, en particulier Je peux pas trop en parler. D'accord. Mais en fait, comment dire, c'est vrai que comme fabriquer un jeu vidéo, ça s'est toujours passé en ligne et puis ça peut se passer un petit peu n'importe où. Bon, après, évidemment, c'est à nuancer, mais c'est peut-être un secteur qui bouge pas, alors que les autres, du coup, reculent. Je sais pas comment expliquer, mais il y a peut-être du coup des opportunités dont les producteurs de jeux vidéo peuvent profiter parce qu'en fait elles sont libérées par l'absence d'autres structures qui ne sont pas le jeu vidéo. Je sais pas trop comment être plus précise, mais en fait comment dire, ils peuvent se positionner sur des places laissées vacantes parce que d'autres secteurs d'activité sont pas aussi flexibles, on va dire, au niveau juste du fait que c'est immatériel, quoi. C'est de la donnée, c'est de l'ordinateur, donc ça peut se faire à peu près n'importe où, ce qui est loin d'être le cas pour tous les secteurs. Mais après, voilà, moi je vois que ça comme petit point positif. Je rejoins l'avis de Nicolas. Ouais, majoritairement, ça a été défavorable, bien sûr, pour le milieu de l'e-sport, mais il y en a certains qui ont sorti leur épingle du jeu. Moi, je pense à Riot qui a sorti son jeu Valorant en plein Covid. Ça a été un vrai défi pour eux d'assurer la maintenance des serveurs, etc., avec des équipes en télétravail à distance, etc. Mais ils ont réussi. Je pense que leur campagne a plutôt bien fonctionné sur le jeu et on a vu des tournois e-sport s'organiser 3 jours après la sortie de la bêta fermée. Donc c'est assez impressionnant aussi comme le monde de l'e-sport arrive
à se retourner vite, à essayer de créer des événements. Est-ce que l'un de vous a justement vu des événements se créer suite au Covid? J'en ai quelques-uns en tête, mais est-ce que vous avez vu ça, un petit peu, des choses qui se sont créées vraiment par rapport au Covid, ou en disant la conséquence directe du Covid? Ouais, disons que effectivement, là pour rejoindre ce que dit Mélissa, c'est effectivement le secteur, c'est un secteur qui est particulièrement résilient par rapport à d'autres, du fait que c'est un secteur qui est né dans le numérique, ou en tout cas qui maîtrise les outils numériques bien mieux que d'autres secteurs. Et ce qui fait que quand effectivement des producteurs de jeux, des éditeurs doivent continuer à travailler, ils sont en mesure en tout cas de pouvoir s'adapter plus vite. Je pense que c'est pas toujours évident parce que travailler sur des bécanes qui te permettent de construire un jeu, de le designer et ainsi de suite, on les a pas forcément chez soi, donc il faut encore se faire livrer la bécane chez soi, mais une fois qu'elle est à la maison, effectivement, et qu'il y a la bande passante suffisante, en tout cas, on peut continuer à travailler par rapport à d'autres secteurs où c'est moins évident. Alors, en termes d'événements qui se sont créés, effectivement, moi, parce que je viens du milieu du sport, les premiers qui me viennent en tête, c'est toutes les fédérations, qu'elles soient nationales, internationales, ou les acteurs du monde du sport qui aujourd'hui en fait, se sont retournés et se sont adaptés avec la crise sanitaire pour faire leur compétition de manière virtuelle. On a beaucoup parlé du sim racing, chose que je trouve hyper intéressante parce que de manière générale, les jeux de simulation de sport dans l'e-sport sont plutôt confidentiels. C'est des disciplines qui ont moins de pratiquants et moins d'audience que les grands jeux que peuvent être League of Legends, Rainbow Six, Dota 2, Counter-Strike et ainsi de suite, quoi. Mais qui existent, et ça a permis de les mettre en valeur. Alors, les grands prix de Formule 1 sur Formula One, le NASCAR sur e-NASCAR, pour le vélo, ça a été Zwift, pour la voile, ça a été e-sailing, la NBA a réussi à mettre en place des compétitions avec ses joueurs de NBA. Donc tous ces événements-là, en tout cas, ont permis, dans un moment où le contenu sportif était totalement inexistant parce que les championnats et les compétitions s'étaient arrêtés, de mettre en avant finalement des disciplines un peu plus confidentielles et de potentiellement toucher un public un peu plus large qui vient du monde du sport et qui peut avoir potentiellement des a priori, des idées préconçues, des préjugés sur le jeu vidéo et sur l'e-sport. Et quand tu as un Lando Norris, un Charles Leclerc ou un Gaël Monfils qui montre qu'il peut être à la fois performant dans sa pratique sportive et apprécier le jeu vidéo, ça en fait des ambassadeurs de choix, là où même les plus grands ambassadeurs de l'e-sport et du jeu vidéo on pas cette portée-là, on pas cette aura-là, donc c'est évident que ça a été plutôt bénéfique et c'est là où je pense que l'e-sport est particulièrement fort et le secteur du jeu vidéo de manière générale, c'est qu'il est hyper résilient et hyper intrinsèquement né dans le numérique et donc a été certainement l'un de ceux qui a réussi à le mieux à s'adapter de manière générale. Et puis je pourrais peut-être ajouter aussi en termes d'événements Oui, vas-y Nicolas. De rebondissements et d'événements nouveaux, qu'on a vu apparaître pas mal de streams caritatifs. Tout à fait, ouais. Et il y a eu par exemple Cœur de Gamer qui avait prévu un événement, donc l'événement a été annulé, mais ils ont réussi à le transformer en stream caritatif pour les hôpitaux de Paris et les hôpitaux de France, la fondation. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et je pense que la période a poussé aussi à une forme de solidarité et que ces événements-là ont bien fonctionné. En tout cas, ceux que j'ai suivis ont bien fonctionné. Oui, il y en a eu pour MSF aussi, il y en a eu pour le SPA, il y a eu, voilà. On a essayé, c'est comme ça que se rencontre en fait le milieu de l'e-sport un peu et des tournois enfin rencontre finalement le milieu physique et des domaines complètement différents du jeu vidéo. C'est ça qui a été beau aussi, qui a été la force de ce milieu, de cette communauté qui effectivement essaye de serrer les coudes, mais aussi d'aider les autres. Donc c'est le côté positif, on va dire, qu'il y a eu sur ce Covid, malheureusement, qui a pu un peu rattraper, on va dire, et aussi occuper peut-être les gens aussi qui étaient chez eux, du coup, et qui étaient beaucoup tournés vers ce type d'événement et beaucoup demandeurs pour justement garder un petit peu le moral dans cette situation difficile. Voilà, c'était ça, c'était notre petit point. Donc globalement, si je fais un petit résumé, on est quand même plus sur comme pour tout le monde, comme pour tous les autres domaines, on a eu des impacts plutôt négatifs sur l'e-sport, sur le milieu de l'e-sport, même si on a vu qu'il y avait quelques points positifs. Globalement, il va falloir se redresser de tout ça. On sait aussi que les événements risquent d'être annulés là jusqu'au mois de décembre. Événements physiques en tout cas, on risque de ne pas en avoir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous de votre côté, si vous vous attendez à avoir des événements avant décembre ou pas.
En fait, c'est ça le vrai problème. C'est si on essaie un peu de parler du post-Covid, on y est plus ou moins, c'est qu'en fait, on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire, comme tous les secteurs, de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de plan très clair de la part du gouvernement sur ce qui va être autorisé à partir de septembre. Donc, on l'a dit, il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés, mais il y a aussi beaucoup d'événements qui ont été reportés, mais qui ont tous été reportés en septembre et en octobre. Mais la réalité, c'est que pour certains de ces événements, c'est des événements qui attirent peut-être 10, 15, 20 000 spectateurs ou en tout cas visiteurs. Est-ce qu'à partir de septembre-octobre, ce type d'événement avec autant de population sera autorisé? Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, ce qui gêne le plus le secteur de l'événementiel en général et donc de l'e-sport événementiel, c'est ce manque de visibilité. Et c'est hyper difficile de savoir comment ça va se passer. Et les organisateurs sont dans un flou qui est assez complet en fait par rapport à ça. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que la plupart de tous ces événements qui ont été reportés, comme il ne reste plus beaucoup de temps sur la fin de l'année, là où d'habitude les organisateurs d'événements font en sorte de s'organiser, on va dire, sur le calendrier de l'année pour pas se marcher dessus et pas faire en sorte que les événements comment dire, viennent rentrer en concurrence d'une certaine manière sur les mêmes week-ends. Là, en fait, on se rend compte qu'il va y avoir des week-ends, si c'est autorisé, où on va avoir 3-4 grands événements qui vont être organisés le même week-end. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça va forcément avoir tendance à partager, à éparpiller, à fragmenter les audiences, fragmenter les visiteurs. Donc, ça veut dire que même si ces événements se tiennent, ils feront certainement pas en tout cas, ils n'auront pas le nombre de visiteurs et le nombre d'audiences qui auraient été attendus. C'est que dans tous les cas, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année, ça sera néfaste, même si ça se tient. C'est ma crainte, on va dire. Donc, je pense que ce que tout le monde attend dans le secteur, c'est un discours clair de la part du gouvernement, du ministère de la Culture, du ministère de l'Économie, qu'on en sache un petit peu plus sur exactement ce qui sera possible de faire, et le ministère de l'Intérieur en l'occurrence, sur ce qui sera possible de faire à partir de septembre. Aujourd'hui, les événements ont beau être annoncés, ils ne savent pas s'ils vont se tenir. Donc ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, tu peux ne pas avoir la priorité. Je vais prendre l'exemple de la Gamers Assembly qui avait prévu une postpone édition, donc une respawn édition en septembre, et qui, parce qu'elle est en confrontation directe avec le Tour de France qui passe à Poitiers le même week-end, a dû même annuler parce que le Tour de France passe en priorité. Donc c'est hyper compliqué. Et même si j'essaie de rester hyper optimiste sur le long terme et me dire que après chaque crise sanitaire ou chaque grande crise qui est connue, l'Asie ou l'Occident, que ce soit les différents coronavirus qu'il y a eu en Asie ou le 11 septembre aux États-Unis ou en France, les attentats au Bataclan, il y a toujours eu un moment un peu de flottement pendant 1 an ou 2 où le loisir avait dû repartir et ensuite ça repartait de plus belle. Donc j'essaie de rester hyper positif et me dire bon, dans 1 an ou 2, ok, ça va repartir de plus belle. Et la réalité, c'est que sur le moyen terme, honnêtement, je suis pas hyper. À mon avis, ça va être compliqué, très clairement. Puis ça demande de la préparation aussi, les événements. On ne peut pas les organiser comme ça d'un mois à l'autre. Donc tant qu'on n'a pas de date, effectivement, qu'on ne peut pas fixer, c'est encore plus compliqué pour ces organisateurs. Et sachez que dans toute l'Europe, d'une manière générale, les gouvernements n'ont pas vraiment pris de décision à date en disant voilà ce qui va se passer. On a l'impression qu'on est dans le flou un peu partout en Europe. Donc ce sera un peu la même galère partout, On verra justement l'impact que ça aura à long terme. Mais oui, pour l'instant, désolé, c'est un petit peu négatif. Mais oui, ouais. Moi aussi, personnellement, en tout cas, je suis pas hyper sereine. Et vraiment pas sereine aussi, surtout pour toutes les personnes qui travaillent dans l'e-sport, tous les prestataires, les freelances, tous ceux qui vivaient en fait de ces petits contrats et qui malheureusement aujourd'hui, ils sont obligés de se tourner vers autre chose pour pouvoir manger. Et on pense beaucoup à eux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ce que tu en penses, Mélissa, toi, est-ce que tu es plus positive vis-à-vis du post-confinement? Je pense que, ouais, vous l'avez dit, sur le court terme, ça va être un peu chaud. Mais j'ose espérer que sur le long terme, il y aura un souffle peut-être plus puissant qu'avant, parce que vous l'avez évoqué en première partie, mais grâce au confinement, le jeu vidéo, puis du coup, par ricochet, l'e-sport a pu pénétrer des sphères où peut-être il n'était pas avant. Ça a pu se faire poser des questions aux gens sur leur rapport au divertissement et c'est un peu comme avec la musique. On se rend compte en fait que ouais, c'est chiant de payer l'entrée dans un club. Et on a Natia qui nous dit qu'il y a de nouveau un stream caritatif
le 20 juin de MSF. On suivra ça de nouveau. Je sais que voilà, les événements caritatifs, on va en voir encore régulièrement cette année. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train de s'organiser. Nicolas Fidancé, donc tu avais un dernier mot à dire du coup sur peut-être le post-confinement, toi comment tu le vois? Est-ce que par rapport au fait que tu travailles à la ville de Paris, est-ce que du coup tu as des sollicitations des organisateurs qui te demandent un petit peu, te disent bah, on voit pas le bout, on sait pas ce qu'on va pouvoir faire, est-ce que vous pouvez nous aider, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Micro, Nico. Pardon, Ouais, j'avais oublié de me démute. Donc je suis parti sur ma réponse, mais sans me démute. Donc je disais, on n'a pas eu beaucoup d'appels à l'aide de ce point de vue-là, mais par contre, à la ville, on a quand même eu un gros investissement qui était issu du budget participatif pour créer un centre e-sportif, donc un lieu de pratique où tous les travaux ont eu lieu et il était prêt à être inauguré en février. Et finalement, toutes les activités qui pouvaient être menées là-bas, c'est dans le 20e vers Gambetta, ont été repoussées en septembre. Donc on espère une rentrée où les événements sont possibles, juste pour pouvoir exploiter le plein potentiel de ce lieu qui a été créé récemment. Et on a aussi eu un appel à projet qui a été lancé en novembre dernier pour les clubs de sport. Et aujourd'hui, on a 7 clubs de sport qui ont reçu un soutien de la ville pour lancer des sections e-sport et qui devraient aussi normalement débuter en septembre. Alors, on est assez confiant sur le fait que tout ça démarre parce que ça reste des salles et des événements qui regroupent des petits nombres de gens, et j'ai l'impression que ça s'est déjà beaucoup assoupli sur les petits et moyens événements. Et c'est pas comme la Paris Games Week où c'est déjà annulé d'ailleurs, mais tous les grands événements sont dans l'incertitude, mais les événements de moins de 300 personnes ou moins de 100 personnes peuvent quand même, peuvent être assez optimistes sur l'idée de reprendre, sauf si la pandémie reprend de plus belle à la fin de l'été. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, on n'a pas vraiment eu d'appel à l'aide. Par contre, on a beaucoup de dossiers sur le feu de clubs sportifs ou d'associations qui vont lancer des activités en septembre, notamment avec les jeunes. Et là, on suit au maximum, notamment pour que les gestes barrières soient respectés, pour que Oui, il y a certaines choses qui peuvent se faire en petits groupes et puis avec les gestes barrières, effectivement, on n'est pas obligé de tout annuler. Il faut savoir s'adapter, quoi. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, on est sur la rentrée de septembre, on est assez optimiste avec la ville sur le fait que pas mal de choses vont pouvoir soit reprendre, soit même comme débuter, des choses qui auraient pu débuter ce printemps, mais qui ont du coup été repoussées en septembre. Et on se réjouit de voir ce que ça va donner pendant cet automne, en espérant que la pandémie nous laisse tranquille. Oui, ouais, on va croiser les doigts pour tout le monde. Mais voilà, c'était un beau message aussi à faire passer. Il faut s'accrocher, ça va pas être facile, mais on espère qu'il y aura justement un rassemblement de la part des structures, des organismes, de tout le monde autour de ce sujet pour essayer de s'entraider sur cette fin d'année qui va être compliquée un petit peu pour tout le monde. Là, on a passé pratiquement une petite demi-heure sur ce sujet post-confinement. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à dire, un message à faire passer sur ce sujet, ou on peut passer au sujet suivant. Vous avez tout dit? Ok, je vous entends plus. Ouais, c'était bon. C'est bon, c'est bon. On va pouvoir passer au deuxième sujet qui est de la triche dans l'e-sport. Et là, je vais me tourner plus particulièrement vers Mélissa qui, en tant que joueuse, hein, pas en tant que tricheuse, bien sûr. Mais la triche, quand je parle triche, je veux parler triche en général, c'est-à-dire que ce soit le cheating, que ce soit aussi le dopage dont on parle pas énormément en France, ou encore le match fixing, c'est-à-dire la triche, les matchs arrangés, on va dire. Toi, est-ce que tu en entends parler? Est-ce que tu as entendu parler de certains cas de cheaters ou de personnes qui se dopent dans ce milieu-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de courant ou que c'est plutôt rare, notamment en France? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Nous, sur StarCraft 2, on a 2 tricheurs légendaires, j'ai envie de dire. Le premier, c'est Savior sur Brood War, et le deuxième, c'est Life sur StarCraft 2. Et en fait, c'est 2 Coréens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas vraiment besoin de tricher par rapport à leur gain et à où ils en étaient.
Et je dirais que normalement, la triche, c'est plutôt ou le match fixing, parce que eux, c'est ça que ça concerne en fait. C'est-à-dire, bon, ils se sont couchés quoi, en fait, sur des matchs voilà, qui jouaient. Euh, ça concerne normalement plutôt des petites équipes ou des joueurs qui sont sur la montée, quoi. Et là, c'est vrai que c'était hyper choquant parce que c'était vraiment des stars. Et puis surtout, Life, il était très jeune. Et les sentences c'était exemplaire. Enfin, nous, depuis l'Europe, on voit des mecs ouais, très jeunes, moins de 20 ans, qui prennent de la prison. Bon, après, dans les faits, des fois, ils y vont pas, ou alors c'est du sursis, ou alors c'est juste un mois, entre guillemets, mais quand même, et c'est vrai que ça, ouais, c'est surtout, en plus, ils ont plus le droit de jouer à vie au jeu, donc je pense que ça, c'est aussi une autre forme de sanction qui est exemplaire. Euh, c'est, je pense que il y en aura toujours, et c'est un peu pareil pour l'histoire du dopage. J'ai vu que c'est sorti il y a pas longtemps avec l'histoire de l'adérol qui est utilisé pour être plus concentré, etc. Après, c'est une question aussi de loyauté par rapport à ce qu'on fait. Je pense que j'ai essayé de regarder un petit peu, puis tout le monde dit oui, il faudrait contrôler, mais c'est très compliqué, ça coûte très cher. Puis après, qu'est-ce que tu fais? Puis tu es quand même dépendant aussi des gens qui vont donner de l'argent pour ton tournoi. Donc si ton tournoi, eh ben, il y a des tricheurs et puis il y a des substances et il y a des trucs comme ça, ben, qui va vouloir financer ça? Qui seront tes sponsors, etc., etc. Et je pense qu'au final, un des trucs, moi, qui m'avait marqué par rapport à Life et Savior, je crois que c'était plutôt Savior, c'est qu'en fait, à la KESPA, donc, qui est l'organisation en fait, de StarCraft 2 en Corée, il y a un mur où en fait, il y a les 5 Bonjois, qui sont donc les 5 meilleurs joueurs de boudoir de tous les temps, qui sont en fait des dieux, hein, concrètement, pour les gens qui suivent évidemment StarCraft 2. Euh, et en fait, sur la photo de Savior, c'est barré en fait. C'est-à-dire que ben, c'est une espèce de violence métaphysique de ben toi en fait pour toujours tu seras un tricheur et t'as peut-être triché qu'une fois et t'aurais peut-être vraiment perdu et t'avais peut-être besoin, on sait pas trop. Mais en fait pour nous c'est terminé et tous ces titres ils ont été annulés. Enfin voilà, il a gardé des BlizzCon parce que c'était pas en Corée et puis voilà. Mais et Live, c'est pareil. Et je pense qu'il faut s'en remettre à ça, c'est-à-dire, ben, voilà, qu'est-ce que. Enfin, c'est avec soi-même, quoi. Je pense que ça reste entre le joueur et puis sa discipline. Et Est-ce que tu penses que c'est vraiment lié à à l'argent, enfin de l'augmentation des prize pools d'une manière générale ces dernières années? Est-ce que tu penses que ça a renforcé un petit peu ce euh, phénomène? ouais, je lisais ça. C'est peut-être nous sur Dota, on avait vachement ce problème-là avec TI qui éclipsait un peu les autres compètes. C'est un peu arrangé ces dernières années. Mais c'est vrai que bon, bah, t'es pas à TI, t'es pas dans les 3 finalistes ou dans les 4 finalistes. Bon, bah, ta structure, elle va pas rester, quoi. Peut-être il y a de ça. Après, je suis pas. Je saurais pas dire ce qui peut motiver les gens et en même temps c'est un peu du dopage doux, quoi, j'ai envie de dire. Les Américains visiblement ils usent et ils abusent de cette substance pour se concentrer pour les cours. Et quand tu vas à ta pharmacie, tu as des trucs un peu comme ça aussi, tu te demandes qu'est-ce que c'est, machin. Donc je pense que j'espère qu'il y aura jamais de problème type comme on a pu voir dans le foot où voilà, il y a des joueurs qui meurent en fait sur le terrain, quoi, qui s'écroulent et terminé quoi, moins de 30 ans, et puis c'est quand même super grave, super dramatique. Mais je pense que, enfin, je vois pas trop de solutions à ça. Voilà, je sais pas ce que les autres en pensent. Ouais, parce que tu l'as dit, en fait, tu as bien souligné le problème, c'est que déjà, de un, ce type de cheating, quand on parle en tout cas du dopage, ça n'améliore pas forcément le skill, ça ne te permet pas forcément de savoir mieux viser, mais en tout cas, ça travaille, l'adéral par exemple, est un psychostimulant, donc va travailler sur les troubles déficitaires de l'attention, en fait, va permettre de te concentrer davantage. Donc quelque part, c'est aussi c'est un dopage. Donc, mais tu l'as souligné, les contrôles, ils sont coûteux dans l'heure des tournois. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de faire des contrôles systématiques. Euh,
Et ensuite, il y a un autre sujet et dont je voudrais peut-être que Nico Beson, tu as un avis là-dessus aussi par rapport au sport, c'est qu'il y a certaines substances justement qui ne sont pas déclarées comme illicites en fait, ce ne sont pas des drogues illicites, on peut les avoir sur ordonnance, notamment l'adéral. Et comme c'est pas une substance interdite, puis aussi surtout d'un pays à l'autre, les substances interdites, la liste des substances interdites peut changer. J'imagine que dans le sport, c'est aussi sûrement pareil. On a un peu du mal du coup à savoir quand est-ce qu'on est dans le dopage interdit et quand est-ce qu'on est juste dans substance autorisée qui permet aux joueurs de se sentir mieux. Je pense que déjà, le premier point, c'est de bien rappeler ce que c'est que tricher, quoi. C'est-à-dire que tricher, c'est détourner des règles. Donc, si dans les règles, il n'est pas interdit de faire des choses, donc en l'occurrence, peut-être, il n'est pas interdit d'utiliser un Wallach ou en tout cas de tous les logiciels qui vont te permettre de faire des choses que les autres ne pourraient pas faire. Si ce n'est pas inscrit dans les règles, c'est pas tricher. Si dans le règlement, il n'est pas interdit de prendre de l'adéral, c'est pas tricher. Un produit dopant, c'est un produit qui permet d'améliorer des compétences, mais qui doit aussi apparaître dans les règlements comme sur une liste de produits qui est prohibée ou en tout cas interdit. Que le produit soit en libre accès ou pas. C'est-à-dire que dans le sport, aujourd'hui, la caféine à haute dose, alors que c'est un produit que tu peux te procurer en supermarché, est interdite parce qu'on estime qu'à haute dose, elle a un impact qui peut être vraiment très important sur les performances dans certains sports et que donc à ce titre-là, on la met sur des listes qui sont des listes de produits dopants. Aujourd'hui, le problème dans l'e-sport et en le comparant avec le sport, c'est que dans le sport, on a des entités autonomes, indépendantes qui sont en charge d'émettre les règlements, notamment les listes de produits dopants. Et cette entité dans le sport, on l'appelle l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, ou en anglais la WADA pour la World Anti-Doping Agency. Et aujourd'hui, dans l'e-sport, c'est que, en fait, il existe pour l'instant encore très peu d'organismes indépendants qui émettent des listes de produits dopants. Le plus connu étant l'ESIC pour eSports Integrity Commission, qui lui, en tout cas cet organisme qui a été fondé depuis maintenant 3 ans, propose des listes de produits dopants et pas que ça d'ailleurs, propose en tout cas des cadres réglementaires pour lutter contre la triche et aussi le match fixing, les match manipulation et l'utilisation de logiciels tiers qui permettraient de faire des choses qui sont interdites aux autres. Et c'est à l'organisateur de l'événement ou du circuit compétitif de devenir partenaire et d'adhérer à ce code de réglementation. Donc, soit c'est l'organisateur de l'événement qui est l'éditeur et c'est à l'éditeur de faire le choix, le pari ou en tout cas la démarche de prendre ce cadre réglementaire pour ces circuits compétitifs, soit c'est l'organisateur d'événements tierces de le faire. Et là, donc, c'est à la liberté de chacun. Là où dans le sport, l'Agence mondiale antidopage, elle régit tous les sports qui sont reconnus par les organes traditionnels de gouvernance du sport, que ce soit les ministères ou les comités nationaux olympiques. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit que ESL adhère est partenaire de l'ESIC et que donc sur toutes leurs compétitions, il y a ce cadre réglementaire qui est mis en place. Et donc, l'ESL met en place aussi des tests antidopage sur ces compétitions, n'hésite pas à bannir de manière assez drastique, comme pour la KESPA, les joueurs qui sont pas soupçonnés, qui sont avérés d'avoir triché. Mais un autre éditeur qui organise ces compétitions, et je pense à Blizzard Entertainment, enfin à Activision Blizzard, en l'occurrence, et Overwatch, parce que Blizzard s'était clairement exprimé sur le fait qu'eux ne souhaitaient pas mettre en place de régulation sur une liste de produits dopants, parce que, selon eux, en tout cas, ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est vraiment laisser la part libre à chaque organisateur d'événements. Et donc, c'est peut-être ça aujourd'hui qui manquerait pour venir réguler d'une certaine manière tous les phénomènes de triche et une entité qui soit régulatrice pour l'ensemble des disciplines qui sont pratiquées dans l'e-sport. Donc, à voir si ça verra le jour ou à voir si chacune des parties prenantes des organisateurs d'événements, que ce soit les éditeurs ou les promoteurs, vont faire la démarche, j'ai envie de dire presque éthique, morale, de mettre en place des cadres réglementaires ou d'adhérer à des cadres réglementaires qui existent déjà. Et juste pour rebondir sur ce qu'on disait sur la question du match fixing, pour moi, il me semble que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'argent qu'il y a du match fixing, c'est parce qu'au contraire, les sommes à gagner dans les compétitions n'étaient pas importantes. Parce qu'il y avait plus d'argent à se faire, à se coucher, parce qu'il y a du pari sportif derrière, et que donc tu gagnes plus d'argent à te coucher que si tu remportes. Alors que le dopage cognitif type Adderall, là pour le coup,
il y a plus. Là, c'est peut-être parce que les montants sont très importants et que ça donne envie de passer, enfin en tout cas de remporter cette somme-là. Mais pour le match fixing, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que les sommes qu'il y avait à remporter finalement sur StarCraft 2, je suis un grand fan de la licence StarCraft et j'ai découvert l'e-sport avec StarCraft Brood War. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent à se faire et que c'était plus facile de gagner de l'argent en se couchant et à manipuler les matchs en les gagnant, quoi. Donc, il faut trouver aussi ce juste équilibre sur les gains financiers à remporter, à la fois en termes de salaire pour les joueurs, donc structurer les ligues, structurer les circuits compétitifs, faire en sorte que les joueurs aient des salaires qui leur donnent pas envie de se doper et qui soient suffisamment importants pour qu'ils n'aient pas envie de tricher et de se coucher, mais qui ne soient pas non plus trop importants pour qu'ils aient envie d'utiliser des logiciels tierces et des produits dopants cognitifs, quoi. Donc, c'est là toute la difficulté, c'est pas évident, mais pour pousser un petit peu ce que disait Mélissa, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la régulation, hein, c'est ce qui se passe dans le sport de manière générale. Et c'est qu'aujourd'hui, je pense que lorsque les sanctions sont appliquées, bah, ça décourage ceux qui tentent de le faire, quoi. Par contre, il faut que ce soit uniformisé. Si c'est, comme c'est évoqué, dans un pays, enfin comme tu l'as évoqué, Servan, dans un pays c'est autorisé, dans l'autre ça l'est pas, et ainsi de suite. Si on est avec chaque pays, chaque organisme qui fait comme il le souhaite, ça laissera de la marge toujours à ceux qui se font bannir d'un endroit d'aller autre part et de pouvoir s'y retrouver. Donc cette nécessité d'uniformiser la régulation, là en tout cas pour la triche, elle me paraît essentielle. Ça demande aussi de mettre en place des mesures techniques ensuite de contrôle éventuel. Moi je pense, parce qu'il y a Embuscade dans le chat qui disait que la triche, par exemple un joueur sur LoL avec une souris qui avait des logiciels de macro dans sa souris, ça aussi, le problème, c'est que la technologie, elle va vite en termes de cheat, de ce type de cheat. On sait qu'il y a 15 ans, c'était facile de voir quelqu'un qui cheatait. Enfin, c'était un peu plus facile. Aujourd'hui, le contrôle, il est difficile parce que des fois, c'est effectivement un logiciel dans la souris. J'ai même vu des cas de logiciels de cheat dans le téléphone que tu poses juste à côté de ton ordinateur et qui permet de communiquer et de te donner des avantages. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que si on réfléchit à une régulation, ça permettra effectivement de sanctionner et déjà un caractère préventif, hein, enfin déjà dissuader. Mais ensuite, derrière, il faut aussi pouvoir contrôler pour ensuite pouvoir sanctionner et montrer l'exemple aussi avec des sanctions qui sont peut-être plus fortes parce qu'on le voit, comme l'a dit Mélissa, en Asie, plus particulièrement en Corée, ils rigolent pas sur les sanctions. Et je pense qu'il faut peut-être aussi, à un moment donné, fixer le type de sanctions qu'on pourra appliquer. Et je pense il y a des bans à vie quand même en Asie. C'est quand même assez sévère comme sanction. Et c'est vrai que c'est aussi dissuasif, ça a aussi un caractère dissuasif. Si je peux juste me permettre, tu as totalement raison, hein, il faut s'en donner les moyens et effectivement ça nécessite des ressources à la fois financières, temporelles et humaines pour pouvoir contrôler tout ça. Aujourd'hui quand même sur les scènes compétitives professionnelles, venir avec des macros dans sa souris c'est presque impossible, hein, sur League of Legends, ouais. Tous les périphériques de contrôle sont inspectés, il y a des admins et tu peux pas venir avec ton téléphone à côté de ton clavier, hein, c'est totalement impossible et sur Rainbow Six je suis à peu près certain que c'est exactement la même chose, que tout est hyper bien contrôlé. Et sur toutes les scènes pro, ça l'est effectivement. Ça dépend de quel type de. Je pense que ça dépend du type de tournoi, parce que le truc du téléphone, je l'ai vu il y a pas très longtemps, c'était sur CS, et c'est pas forcément les tournois officiels organisés par ESL ou etc. Ça peut être plutôt des third parties où là, on n'a pas les mesures pour contrôler. Bah justement, à ce titre-là, c'est que ce qu'on remarque, c'est sur le dopage notamment, c'est que tous les tests qui sont faits au plus haut niveau, il n'y a pas de dopage, quoi. C'est-à-dire c'est tellement contrôlé que c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est plutôt au niveau sub-top. C'est juste en dessous, c'est quand les joueurs aspirent à devenir professionnels ou à atteindre le plus haut niveau et qu'il leur manque pas grand-chose et qu'il y a très peu de régulation parce que c'est pas des tournois ESL qui sont hyper contrôlés ou c'est pas des tournois ESL tout court, c'est là où tu peux avoir ça. Et juste, je voulais rebondir sur, effectivement, les sanctions, c'est hyper important, mais il y a peut-être un truc que j'ai pas dit et qui est essentiel, c'est avant de sanctionner, la prévention et l'éducation. En fait, c'est que dans le sport, comment est-ce qu'ils font aussi pour s'assurer qu'il y ait le moins de gens possible qui trichent, même si ça existe toujours, c'est dès le plus jeune âge, c'est éduquer avec des programmes éducatifs, des outils au sein des comités olympiques, au sein du CIO, au sein des fédérations, pour que les joueurs du plus haut niveau, ou en tout cas les futurs talents, participent déjà à des séminaires, à des journées qui leur permettent de les sensibiliser sur qu'est-ce que c'est que tricher, qu'est-ce que tu encours si tu triches, voilà ce que ça peut t'apporter, mais surtout voilà tout ce que tu vas y perdre. Et donc il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Et je pense que ça, il y aurait tout intérêt aussi dans l'e-sport à faire en sorte que chacune des équipes, chacun des éditeurs qui organisent ces circuits compétitifs mettent en place des journées de formation, des semaines de formation et d'éducation aux plus jeunes joueurs sur
voilà, on en parle franchement. Voilà ce que vous risquez si vous trichez. Voilà ce que ça vous apportera peut-être, mais voilà surtout tout ce que vous y perdrez, quoi. Surtout en termes de santé, hein, si on parle de dopage cognitif, là, pour reprendre ce que disait Mélissa, moi, ma plus grande crainte, c'est de voir un jour un jeune de 16-17 ans en pleine LAN qui soit pris 4 cachetons d'adérol et de méthamphétamine et qui fasse un infarctus du myocarde en pleine LAN. Ce serait catastrophique pour la famille, le jeune, pour la structure, l'événement, mais ce serait catastrophique pour l'e-sport. Embuscade sur le chat nous disait justement que tant qu'il n'y a pas de mort ou de gros drama qui serait relayé par la presse, on a l'impression qu'on va attendre justement ce drame pour pouvoir vraiment prendre le sujet et en faire une priorité. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans tous les domaines d'une manière générale. On a tendance à réguler une fois qu'on a eu un mauvais exemple. Et donc ça, c'est important d'en parler. Maintenant, qui peut en parler? C'est-à-dire justement, puisqu'on n'a pas d'organisme qui pourrait se prêter sa voix en tout cas pour en parler, comment faire en fait? Est-ce que c'est pas forcément le travail, enfin je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est le travail des associations? Nicolas Pidancé, est-ce que tu crois que c'est dans ton travail aussi de faire cette prévention sur ces sujets-là? Nous, c'est un des objectifs dans les cours qui se mettent en place, c'est qu'il y a un programme pédagogique, et dans ce programme pédagogique, il y a de la prévention sur plein d'aspects, que ce soit le surinvestissement dans le jeu, que ce soit l'anonymat sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le harcèlement, qui est aussi une grosse problématique dans le milieu, et évidemment sur ces thématiques-là. Je rejoins Nico Beuzombe sur la catastrophe que ça serait d'avoir des jeunes là-dedans, et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les influenceurs ou les joueurs professionnels, ils ont aussi un rôle d'exemple. Et ce qui me fait peur, c'est la banalisation de certains produits quand tout le monde dit de toute façon tout le monde le fait, alors je vais le faire aussi. Sauf que tu n'as pas eu un médecin derrière pour suivre. Ça se trouve, le pro, il a un meilleur suivi que toi derrière, et il a aussi une meilleure hygiène de vie. Et après, les effets cocktails que tu peux avoir si tu mélanges ça avec d'autres choses, on ne sait jamais. Donc, et pour revenir vu qu'on parle de l'e-sport de demain, on a évoqué dans la première partie le fait que l'e-sport était intrinsèquement aussi offline, et je pense que toutes ces choses-là sont extrêmement compliquées, voire impossibles à vérifier online. Online, je veux dire, quelqu'un peut jouer à ta place, tu peux engager Faker pour s'asseoir derrière ton ordi, et peut-être pas lui, il va pas accepter ou il est trop cher, mais tu peux engager des meilleurs joueurs pour jouer à ta place sur ton profil. Tout ce qui est online est extrêmement compliqué à contrôler, ou bien juste quelqu'un qui est derrière toi et qui te sert comme tu pourrais avoir dans certains jeux, tu as le droit d'avoir un coach, mais seulement entre les matchs, pas pendant les matchs. Mais tout ce que tu dis là, c'est arrivé, hein, c'est pas des hypothèses. Ouais. Moi, j'ai des exemples, c'est arrivé pendant le Covid, effectivement. Ouais. Donc, tout ça est assez difficile à contrôler, et puis la prévention est plus dure à faire, etc. Et nous, avec la ville, on se positionne vraiment sur une relocalisation, des espaces de pratique dans lesquels il peut y avoir des programmes pédagogiques, dans lesquels il peut y avoir un accompagnement, de la prévention sur toutes ces thématiques-là, que ce soit les produits dopants, ou que ce soit les logiciels de triche, ou tous ces sujets-là. Je pense vraiment qu'il y a un rôle à avoir en tant que collectivité sur le côté prévention, sur le côté bien au niveau des écoles, sur le harcèlement, il y a un rôle aussi. Toute l'éducation au numérique, en fait, ça rentre là-dedans. C'est un des nombreux sujets de prévention qu'il faudrait avoir dans les cursus sur la prévention par rapport à tous les dangers. Et aussi souligner tous les bienfaits du numérique et tous les bienfaits qu'on peut avoir à pratiquer le jeu vidéo, et avec un accompagnement et avec un programme pédagogique, à la fois on fait de la prévention et on minimise les risques, et à la fois on met en avant et on met en exergue ce qui apporte des bienfaits. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer en tant que collectivité là-dessus. Maintenant, là, on revient à la question des ressources, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme si au sein de la ville de Paris, on avait les moyens de mettre en place des grandes campagnes anti-dopage ou quoi que ce soit dans le jeu vidéo. Là, on doit encore faire avec les moyens qu'on a aussi, et la volonté politique, comment elle est décidée, où sont mis les priorités. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment un rôle des collectivités, clairement, et des écoles et des associations. Et d'ailleurs, les collectivités peuvent travailler main dans la main avec les associations pour avoir les bonnes ressources. Il faut avoir les ressources pour le faire aussi. Et Natia sur le chat nous disait qu'en Suisse, ils ont créé un système d'arbitrage qui est là, entre autres, pour sensibiliser au dopage et à la triche. Est-ce que tu connais, toi, ce système d'arbitrage? T'en as entendu parler? Oui, je
toujours actif bénévolement pour quelques associations suisses et c'est vrai que dans les compétitions qu'on fait, on a tout un système. D'ailleurs, ils travaillent avec les SIC, il me semble aussi. Oui, c'est ça. Ils ont tout Ils utilisent la liste des produits de l'ESIC, etc. C'est ça. Et c'est très, très agréable sur les compétitions qu'on fait online ou offline en Suisse de pouvoir toujours s'appuyer sur un arbitrage neutre mis en place par la fédération sans frais. Et donc, du coup, ça, c'est un des outils qui est mis en place et je pense que c'est un des exemples. Les SIC travaillent avec de nombreux pays et je pense que c'est un des exemples qui est inspirant. Maintenant, de là à ce qu'il soit globalisé et que ou ne serait-ce que tout le monde l'utilise, même en Suisse, je sais qu'on est loin de là. Mais Parce que Natia nous parle d'un système de certification aussi des compétitions à l'étranger. Alors, du coup, j'ai peur de dire des bêtises parce qu'elle nous écoute et je sais qu'elle va me taper sur les doigts si je dis des bêtises alors que je suis censé être parfaitement au courant de toutes ces choses-là. Mais effectivement, donc, si je ne me trompe pas, la fédération a mis en place avec les SIC un système de certification où n'importe quel organiseur de tournoi peut candidater pour recevoir cette certification et du coup une commission d'arbitrage va revoir tout le règlement, retravailler tout le règlement, va revoir comment sont formés les arbitres, etc. pour que cette certification soit reçue. Ce qui donne une garantie aux joueurs, les joueurs qui sont souvent dans la réaction, c'est-à-dire quand il y a un problème d'arbitrage, ça fait le drama sur les réseaux sociaux et on se dit c'est dommage, s'il avait été certifié, les problèmes auraient été réglés en amont et pas une fois qu'ils sont là, quoi. C'est souvent ça, les compétitions qui ont des règlements qui sont mal fichus, des fois tu te retrouves bloqué parce que tu te retrouves dans des scénarios que le règlement n'a pas prévu ou tu te retrouves avec un contentieux entre un joueur et un admin. Et il y a ce côté assez particulier dans l'e-sport où souvent les admins prennent le rôle d'arbitre et que c'est deux rôles très différents en fait. Administrer un tournoi, c'est-à-dire que s'assurer qu'ils se tiennent dans les temps et qu'ils commencent à la bonne heure, qu'ils finissent à la bonne heure, être derrière les joueurs, c'est pas du tout le même taf que d'arbitrer un contentieux ou de définir que tel comportement n'était pas acceptable par rapport à parfois, le problème, c'est qu'ils sont dans l'urgence, j'imagine, de pouvoir prendre une décision très rapidement. Ils sont aussi la tête dans le guidon, etc. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir clairement séparer le rôle d'admin de tournoi et le rôle d'arbitre, voilà. Et il y a tout un système très bien pensé où les équipes peuvent même contester les décisions des arbitres et du coup il y a un processus qui passe au niveau supérieur pour faire recours d'une certaine façon contre une décision arbitre ou après ça peut être tranché avec un organe. Enfin voilà, ça a l'air bien, plus que bien bricolé. En tout cas, sur les tournois que j'ai organisés, on n'a pas vraiment eu de problème de ce type-là. Donc on était certifiés et on avait les arbitres qui étaient là, mais du coup quand tout se passe bien, t'as l'impression qu'ils sont pas très utiles et que ça sert à rien, mais le jour où tu as un problème, tu es bien content d'avoir tout ça qui a été mis en place en amont. Pour rebondir là-dessus, il y a deux points qui me semblent essentiels. C'est cette question du règlement, elle est centrale en fait dans la question de la triche de manière générale. Et il y a à la fois éduquer les organisateurs d'événements, et je parle plutôt sur des événements locaux ou en tout cas de taille modeste ou nationaux, c'est éduquer ces organisateurs d'événements à rendre leur règlement hyper accessible, que ce soit à la fois sur les sites internet de l'événement, mais aussi directement sur place. Moi, je suis toujours étonné que les règlements ne soient pas affichés clairement dans les LAN, sur les différentes rangées, sur les tables d'admin, et qu'en fait, on ne demande pas aux joueurs de signer le règlement ou aux équipes de signer le règlement de manière hyper claire. Donc, il y a une nécessité, je pense, pour les organisateurs d'événements de faire en sorte de bien construire leur règlement et qu'il soit facilement accessible et qu'un joueur on s'assure qu'il ait pris connaissance du règlement avant de participer à l'événement. Et d'en faire un véritable contrat, quoi. Ouais, c'est un engagement. Ouais. Moi, je viens du basket. Les scripts au basket, le jeu du basket. Si l'arbitre me siffle marcher, je ne vais pas lui dire il n'y a pas marché. Le mec, il me fait si, c'est écrit dans le code de jeu. Quand tu prends ta licence, tu es au courant et tu l'as lu, quoi. Donc, bien évidemment, ça me paraît central. Et donc, le deuxième point, c'est éduquer aussi les joueurs à prendre connaissance de ces règlements-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui râlent, alors même que c'est écrit dans les règlements. Donc, mais parce qu'ils ne sont pas allés le lire, ils n'ont pas fait cet effort-là, c'est peut-être pas suffisamment accessible, mais il y a, à mon avis, quelque chose à faire aussi d'un point de vue éducatif, à éduquer à la fois les acteurs de l'écosystème et les organisateurs d'événements, les associations et ainsi de suite, et éduquer aussi les joueurs à tu participes à une compétition, il y a des règles pour un jeu. À la même chose qu'à l'intérieur de ton jeu, il y a des règles. Pour l'événement, il y a des règles. Et si tu veux pouvoir bien maîtriser ta performance dans l'événement et pas simplement dans le jeu, il faut que tu connaisses ces règles pour savoir qu'est-ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire.
Ouais, effectivement, puis voilà, peut-être qu'avec justement ce type de règlement et tout, ça deviendra plus naturel aussi pour les joueurs, parce que pour l'instant, ils se cachent beaucoup derrière effectivement, comme tu disais, ah, je le savais pas, j'avais pas lu le règlement, j'étais pas au courant. À un moment donné, tout ça, ce sera plus possible. Mais effectivement, il faut leur mettre peut-être devant le nez aussi leurs responsabilités et leur engagement, quoi. Tout à fait. Dans tous les cas, il faut responsabiliser les joueurs. C'est-à-dire que Et les structures aussi derrière, hein, pour celles Les quand il y a des structures, effectivement. carrément, c'est responsabiliser tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est sanctionner à la fin quand les joueurs sont tous prévenus ou les acteurs de manière générale sont tous prévenus, c'est une bonne chose. Mais responsabiliser, éduquer et ainsi de suite me semble primordial pour que de manière générale, on puisse co-construire tous ensemble un e-sport qui soit le plus responsable possible et le plus bienveillant, quoi. Après, il y aura toujours des gens qui voudront jouer avec les lignes, tu vois, la marge de la règle, mais si les règlements sont bien faits, et même co-construits avec les joueurs, hein, c'est une très bonne chose. Le cas suisse est hyper intéressant, hein. Je veux dire, ce que fait la Swiss Esports Federation, c'est super cool à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce sujet? On a terminé, on a passé la demi-heure sur ce sujet. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Alors, je regarde le chat un petit peu. Alors, on avait Zoroga J, je suis désolée pour le pseudo si j'écorche, caressant d'un pilote de Formule E, Formule I, je sais pas comment on dit, qui s'est fait remplacer par un joueur pro, alors ça je savais pas, et sanctionné par son employeur Audi. Ok. Ouais, c'est Rogage, c'est Arnaud Rogerie, de Inisport We Trust. Et donc, ça, c'est l'un des cas tout récents là, pendant le Covid. C'est effectivement. Et là, on voit la sanction directement qui vient pas forcément de l'organisateur d'événements, mais de l'employeur, donc Audi, qui lui, c'est l'employeur a une image de marque à tenir. Et je pense que le coureur, le pilote, Daniel Abt, pour lui, la Formule E virtuelle, c'est pas très important par rapport à la Formule E, donc la formule électrique qu'il pratique dans la vie réelle, entre guillemets, et a pas pris conscience qu'il mettait en porte-à-faux l'image de son employeur, et c'est une façon comme une autre de faire prendre conscience à ces joueurs que, en l'occurrence, il ne faut pas jouer avec les règles, quoi. Alors peut-être c'était pas suffisamment clair, entre Audi et Daniel Abt, mais au final, je pense que c'est l'une des manières de faire aussi, quoi. Est-ce qu'on connaît la sanction qui a été appliquée par l'employeur? Est-ce que c'est une rupture carrément de contrat ou c'est... Je voudrais pas dire de bêtises, je pense que Arnaud est bien plus au courant que moi. Je pense que ça a été rupture de contrat directement. Il a plus son sponsor et plus de contrat d'image avec Audi, quoi. Ok, on a retrouvé la caméra de Nicolas Pidancé. Ça avait un peu coupé. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire pour fermer ce sujet sur la triche. On a du boulot sur ce sujet-là, d'une manière globale. Je ne sais pas trop par quel bout prendre aussi. Est-ce que si vous avez un conseil à donner, si vous avez quelqu'un à interpeller en particulier, qui est-ce que vous interpellez en premier sur ce sujet-là? À titre personnel, les éditeurs et l'ISFI, donc le syndicat et l'union des éditeurs au niveau européen, donc International Software, aide-moi, Servan, ISFI, Federation, Entertainment, il y a un truc comme ça, qui regroupe tous les éditeurs et qui vient de créer une section e-sport, un département e-sport au sein de l'ISFI, donc tous les éditeurs qui font de l'e-sport ou en tout cas qui ont des jeux qui sont pratiqués de manière compétitive. Et je pense que pour moi, l'uniformisation, la standardisation des règlements me semble essentielle et que là, il y a un vrai travail pour l'ISFI e-sport sur les prochaines années pour travailler là-dessus. Parce qu'une fois que l'on fait, même s'ils délèguent à des organismes tierces l'organisation, ils disent voilà le règlement que l'on veut que vous appliquiez. Et c'est fini, quoi. Donc, ça me paraît. Sans compter que derrière, ils ont le moyen d'appliquer des sanctions véritables. C'est-à-dire que la Momolan de je ne sais quelle région a un cas de triche, elle peut interdire à la personne de revenir à sa LAN l'année prochaine. Il y a pire comme sanction. Et si les éditeurs ont mis en place, des publishers ont mis en place des chaînes cohérentes pour vérifier déjà que la triche a été bien légitime, derrière tu peux avoir une section directement sur le compte de jeu ou lié à l'IP du joueur ou lié à l'identité du joueur quand c'est le cas. Et donc du coup la menace c'est aussi beaucoup plus réelle que des petites associations qui veulent bien faire mais qui n'ont pas forcément les leviers derrière pour réagir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mélissa, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce sujet? Non, je pense qu'on Non, est ça bon. va, on a tout dit.
Merci beaucoup et j'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints sur le chat. On va partir sur le dernier sujet de nos échanges qui est, la mixité, dans l'e-sport. Il nous reste une demi-heure pour parler de ce sujet-là. Alors, je pense que la mixité dans l'e-sport, si on revient au tout début, on va être tous, je pense, d'accord sur le fait que, oui, il y a des similarités entre le sport et l'e-sport. Oui, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et il y en a peut-être une qui est différente, c'est qu'effectivement, l'e-sport, les questions de physique n'entrent normalement pas en jeu dans les compétitions qu'on peut avoir, les compétences qu'on peut avoir sur le jeu. Je ne sais pas si tu veux en parler, Nicolas Bezombes, justement la différence entre le sport et l'e-sport et pourquoi on parle tellement de mixité dans l'e-sport. Ouais, je pense que tu l'as très bien rappelé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais effectivement, l'e-sport intrinsèquement nécessite quand même des compétences physiques, hein. C'est Oui. beaucoup de performances motrices, mais qui en tout cas ne sont pas discriminantes pour les sexes de manière générale. Tout comme il existe des sports qui nécessitent des compétences physiques qui ne sont pas discriminantes pour le sexe, hein, que ce soit l'équitation qui est une pratique mixte ou la voile qui est une pratique mixte et ainsi de suite. Donc ça Et existe il y a aussi des sports où il n'y a pas de pratique mixte, et il pourrait y en avoir. On se demande aussi certains sports pourquoi on a séparé Tout à fait. les genres, mais ça c'est un autre. Je pense que c'est un autre sujet de polémique aussi. C'est un autre sujet. Voilà, intrinsèquement, l'e-sport, en plus d'un point de vue réglementaire, c'est une pratique qui est ouverte à toutes et tous, et les compétitions sont mixtes. C'est-à-dire que historiquement, en tout cas, ce sont et même lorsqu'il y a des circuits exclusivement féminins, les circuits parallèles sont des circuits qui sont mixtes et qui ne sont pas exclusivement masculins. Les circuits exclusivement masculins n'existent pas dans l'e-sport. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, d'un point de vue théorique, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de femmes qui performent au plus haut niveau au même titre que les hommes. Donc voilà, je pense que de toute façon, tu es suffisamment mieux au courant que la plupart d'entre nous sur ce sujet-là. Ce qui devient intéressant, c'est, là, moi tout de suite, sur quoi j'ai envie de rebondir, c'est ce qu'on remarque, c'est que là où on a des jeunes femmes qui performent au plus haut niveau, c'est sur des pratiques individuelles de l'e-sport. Et là où qui ont les plus hauts palmarès, donc que ce soit Scarlett sur StarCraft 2, que ce soit Kayane sur Street Fighter ou sur Soul Calibur, que ce soit Lion dernièrement sur Hearthstone, qui sont toutes des pratiques individuelles, ce qui montre bien que les femmes sont capables au plus haut niveau, dans des compétitions mixtes, de battre des hommes, quoi. C'est pas un facteur discriminant en soi. Par contre, sur les pratiques collectives, là, ça devient hyper compliqué de trouver des femmes qui ont des palmarès aussi impressionnants que des hommes. Donc, l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est que ce n'est pas donc des obstacles physiologiques ou physiques qui empêchent les femmes de performer au plus haut niveau, puisque sur les pratiques individuelles, elles prouvent qu'elles en sont capables. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'y sont pas capables sur des pratiques collectives? C'est que les obstacles et les freins, ils sont certainement bien plus sociétaux, sociologiques. C'est en tout cas l'hypothèse qu'on peut avancer, quoi. Voilà, c'était exactement ce que je voulais que tu dises. C'est parce que finalement, on évince en fait le problème du physique et on parle vraiment des vrais sujets, des vrais barrages justement à la mixité. Je voulais d'abord peut-être parler un petit peu avec Mélissa qui elle a eu cette expérience de joueuse. Toi, comment tu l'as vécu, les questions de mixité comme ça, ton expérience personnelle dans le jeu vidéo, elle est comment pour toi? Quand j'ai commencé StarCraft 2, du coup c'était en 2010, il me semble que le jeu est sorti, j'hésite toujours si c'est 2010 ou 2012, il me semble que c'est 2010. Ouais, on n'était pas beaucoup à jouer, on n'était pas beaucoup de filles. Et même, je me rappelle quand il y a eu le premier Warcraft Meltdown qui avait ouvert, c'était République. Il y avait que moi en fait comme fille, puis il y avait la femme qui avait ouvert le bar. J'ai un Sophia Metz. Sophia Metz, merci. Et qui était aussi d'ailleurs une très bonne joueuse, une très bonne zerg. Je me rappelle très bien qu'elle était diamant à l'époque, c'était pas rien. Et en fait, on s'est rapidement retrouvées, un peu toutes les filles françaises de France, et puis même d'ailleurs. On avait créé une espèce de structure, mais c'était pas tant pour se mettre en avant ou pour porter quelque chose en étendard que juste pour se retrouver nous et pour se donner un peu la force, et parce que c'était quand même déjà StarCraft, c'est une niche. Alors les filles dans StarCraft, c'est encore une sous-niche, on va dire. Et je peux remarquer quand même au début, il y avait quand même vachement de micro trucs qui sont un peu chiants, des réflexions ou des... Bon voilà, quand on commence à avoir un bon niveau, quand on est une fille, des fois c'est mal vu, ou il y a des réactions qui peuvent être un petit peu agaçantes ou voilà, chiantes. Et je remarque, là du coup j'ai plus transitionné sur Dota 2,
Et quand je fais du vocal, parce que bon voilà, vaut mieux parler sur Dota. Euh, Bah franchement, c'est très rare, je parle vraiment en mon nom, c'est très rare que je sois traitée autrement ou que je sente, ça arrive hein, bien sûr. Et par ailleurs, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est pas toujours négatif, dans le sens où ben moi en tant que joueuse de StarCraft 2, faut pas se mentir non plus, il y a eu des choses qui ont été plus difficiles pour moi, mais il y a aussi des choses qui ont été plus faciles. J'ai eu plus de visibilité parce que je suis une fille et parce que c'est rare. Et du coup, bah, la rareté, en fait, crée la valeur, on va dire. Et je remarque avec plaisir qu'aujourd'hui, c'est presque un non-sujet, en fait. Et les gens qui vont amener ce sujet-là, mettons sur le chat Twitch ou quoi, ben, c'est un truc, ouais, il y a 10 ans, ça faisait frétiller les chats Twitch et les emojis kappa, mais aujourd'hui, en tout cas, je parle de mon impression. J'ai l'impression que c'est de plus en plus normal, en fait, et que la gameuse était un gamer comme les autres, quoi, j'ai envie de dire. Il y a Géo trouve tout qui te demande comment s'appelle cette structure féminine. Est-ce que tu te rappelles sur StarCraft 2? Alors, il y en avait deux. Il y avait Mademoiselle, qui était Mademoiselle, d'accord. ouais, les autres que nous. Et nous, on était VDZ Girl. Et en D'accord. fait, tout le temps, enfin, de toute façon, on était des deux bandes, on va dire, très copines. Et c'était, voilà, ça date maintenant. Le sujet, pour répondre à Embuscade dans le chat, c'est la mixité. On est en train de parler de la mixité dans l'e-sport, qui est notre dernier sujet abordé. Là, on va vraiment parler des barrages, en fait. Qu'est-ce qui reste comme barrage à détruire un petit peu parce que malgré que, effectivement, les mentalités ont évolué et qu'il n'y a pas que du négatif à être une femme, moi, je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui apprécient et qui, peut-être, on peut avoir certains avantages aussi à être une femme, puisque comme on est une minorité, qu'on n'en voit pas beaucoup, on est tout de suite impressionné et on est peut-être plus mis en avant par certaines personnes. Et à l'inverse, on est aussi beaucoup plus rabaissé et maltraité aussi. Ouais. Mais du coup, en termes de barrage, parce qu'aujourd'hui, si tu regardes vraiment le milieu amateur et que tu regardes le milieu pro, il n'y a toujours pas énormément de femmes. Sur certains jeux, il n'y en a absolument aucune. Selon toi, Mélissa, c'est quel barrage il reste à détruire un petit peu pour qu'à terme, on voit plus de femmes justement à un niveau surtout professionnel? Je pense que pour moi, c'est un peu mort. Et c'est en ça que, en fait, je pense que les gens de nos âges qui vont avoir des enfants, pour eux, ce sera absolument normal d'acheter StarCraft 5, mettons, j'espère, pour leurs filles comme pour leurs fils. Et du coup, je pense que plus le vivier de gens qui ont accès aux jeux vidéo tôt comprendra des femmes, plus en fait, c'est pas tant une question. Moi, par exemple, StarCraft, c'est mon premier jeu vidéo et j'ai mis 3 ans à être master, quoi, ou 4 ans. Enfin, c'était éreintant parce que bon, j'avais jamais tenu une souris, quoi. Donc bon. Et la majorité des gens qui sont très bons, je pense à Kaene, son parcours, je m'étais vachement intéressée. Et en fait, ouais, bah, elle a commencé avec ses frères comme ses frères, quoi. Et du coup, bah voilà, elle les a dépassés, et puis, mais parce qu'elle avait commencé très très tôt. Et je pense que c'est plus ça, peut-être qui se corrigera, je l'espère, en tout cas si les filles le veulent. Enfin, c'est chacun après qui choisit son chemin, mais je pense que plus le vivier de gens qui jouent, on entend souvent des gens, bah moi j'ai commencé les jeux vidéo à 5 ans, 7 ans, 8 ans. Je pense que les filles, c'est plus rare et c'est plus des copains à l'âge, je dirais, 15, 20 ans, qui vont amener le jeu vidéo dans leur vie, ou le grand frère un petit peu plus tard. Mais il y a moins ce truc qui commençait très très tôt, et je pense que c'est peut-être là le désavantage, c'est juste le temps passé dessus, quoi. Et tu penses que naturellement, les différences vont s'amenuiser justement d'ici, mais que ça peut prendre du temps, peut-être 10 à 20 ans, avant qu'on voit beaucoup plus de femmes à niveau professionnel? Ouais, je pense que ce sera nos enfants, parce que il y a aussi ce truc de ben, on est souvent plus inquiet aussi pour une fille, je pense, quand on est parent, puis du coup être sur le net, parler à des inconnus, ça peut être un peu stressant. Puis comme nous on l'aura fait et qu'on saura que c'est pas, enfin, que ça peut être, enfin, il peut y avoir des bonnes expériences, bon, il peut y avoir bien sûr des mauvaises expériences, mais la majorité des expériences online, elles sont quand même positives, et puis on finit par se trouver un groupe, des gens avec qui on parle souvent, puis ça a des vraies relations, on se voit en vrai, etc., etc. Je pense que comme nous on le saura, on aura moins peur. Puis pareil, la violence dans les jeux, bon, je veux dire, ça aussi, nous, ça quelque part, c'est un non-sujet pour nous. Donc si on a une fille et que
elle veut se mettre à jouer à des FPS, ben, ça nous fera pas scier, quoi, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et toi, Nicolas Financier, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une amélioration ces dernières années, en tout cas, de la place des femmes un peu dans l'e-sport, dans les compétitions? J'ai envie d'y croire. Après, j'ai pas les chiffres pour tout ça, mais moi, je souligne surtout le travail qui a été mené sur le terrain par les associations, notamment Women in Games, dont tu fais partie, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. En tant que responsable Euh, e-sport en plus, voilà, donc oui, donc, ça c'est un ouais, sujet donc qui ouais, moi, en tout cas, les langues se sont déliées, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas que dans le jeu vidéo, mais il y a eu tous les mouvements MeToo. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce secteur-là. Et puis, je trouve que l'approche que vous avez avec l'association à 360 degrés, autant de travailler sur le nombre de femmes qu'on peut avoir dans les studios, sur le travail, sur les représentations de la femme dans les jeux. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est une thématique extrêmement complexe et il faut l'attaquer par plein de petits bouts. Et je trouve que l'association le fait extrêmement bien. On avait eu le plaisir d'ailleurs, quand on a fait avec la ville de Paris le village pour les Worlds de League of Legends, d'accueillir Oui. des joueuses qui étaient incubées chez vous pour intégrer des équipes mixtes. Donc Oui. déjà avec une vision de voilà, il faut un accompagnement pour amener plus de joueuses dans des équipes mixtes. Et j'ai l'impression qu'elles avaient été globalement bien reçues. Après, voilà, moi je peux très peu me projeter. Je sais que je ne peux pas me projeter dans l'expérience au quotidien d'une joueuse parce que je ne le vis pas. Il y a beaucoup de témoignages qui m'ont touché ou indigné et j'essaye au quotidien d'impacter comme je peux, que ce soit à mon travail ou en adhérant à des associations. Mais voilà, je sais aussi que le combat est loin d'être fini, même si on note des améliorations, il y a peut-être aussi des reculs et des mouvements masculinistes sur YouTube qui explosent aussi. Donc voilà, faut pas baisser sa garde, en tout cas, je dirais, de ce point de vue-là. Et tu parlais de chiffres un peu aussi, on cherche des chiffres. Je pense que Nicolas Beson, toi, tu cours aussi après les chiffres. Nous aussi, enfin, on court après les chiffres pour savoir effectivement où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de place des femmes. On voit une légère augmentation. Est-ce qu'on peut dire que quand même ça s'améliore? Alors, la question est pour Nicolas Beson. Ouais, elle est pour vous deux. Parce que moi, j'ai bien étudié les chiffres que Nicolas Beson m'a produits, donc je pourrais répondre pour lui, mais ça serait un peu méchant vu que c'est lui qui les a fait travailler dessus. Donc, je laisse Nicolas répondre. Alors déjà, c'est pas que moi qui travaille dessus, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Océane Minar-Carnero, qui est une étudiante en Master 2 en STAPS à Lyon, au Master EGALAPS, qui travaille sur les inégalités de genre dans le sport et qui s'intéresse à l'e-sport, qui a aussi travaillé sur ces questions-là. Donc c'est hyper compliqué d'avoir des chiffres. Donc nous, on a voulu partir d'un constat simple, c'est que plutôt que d'avoir du déclaratif, c'est d'aller chercher le nombre de compétitrices sur les compétitions. Et donc on a approché certains organisateurs de compétition, donc principalement la Gamers Assembly, donc par Futuroland pour la Gamers Assembly et 3 Hit Combo pour le Stunfest, pour leur demander leurs chiffres de participantes et de compétitrices sur les 10 dernières années. Déjà, petit fait rigolo, c'est qu'ils ne demandaient jamais le sexe des participants et des participantes. Donc il a fallu faire un gros travail d'identification qui a été hyper compliqué. Et aujourd'hui, on a évalué, ça reste une évaluation bien évidemment, parce qu'on l'a fait avec les prénoms, donc il y a des prénoms mixtes et ainsi de suite, et des prénoms qui sont étrangers, qui nous sont étrangers, qu'on a été incapable de genrer, mais il s'avère que c'est moins de 4% sur les 10 dernières années. Et là où c'est pas aussi clair que ça, c'est que ça n'a pas tendance à s'améliorer. Très honnêtement, entre 2018 et 2019, on n'a pas vu d'amélioration, malgré l'émergence de plein de réseaux d'entraide, une ère post-MeToo, comme ça a été rappelé, l'émergence de Women in Games ou d'autres réseaux d'entraide comme Gamer aussi en France, mais il y en a plein qui existent à travers le monde. Et ça nous a plutôt déçus avec Océane, parce qu'on s'était dit... mais c'est là où je vais rejoindre Mélissa, c'est que je pense que ça prendra du temps, c'est une question d'éducation. Ça, par contre, on a pas mal d'études qui le montrent. C'est que toutes les joueuses qui performent au plus haut niveau, ce sont toutes des joueuses qui ont découvert le jeu vidéo très très tôt, aux alentours de 4-5 ans, qui ont découvert la compétition dans le sport très très tôt aussi.
Donc c'est à la fois des joueuses de jeux vidéo hyper précoces et des compétitrices hyper précoces. Et c'est un des points communs de toutes les joueuses qui performent au plus haut niveau. Donc clairement, il y a un vrai travail à faire, éducatif, de la société en général, pour les parents et les pères comme moi, qui est une petite fille de 3 ans, c'est de ne pas détourner ma fille du jeu vidéo si elle souhaite le découvrir assez tôt. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Donc oui, ça prendra forcément beaucoup de temps. Autre point qui me semblait intéressant à souligner, c'est le fait que lorsque on parle de mixité, là depuis tout à l'heure, on ne parle pas tant de mixité que de proportion de femmes dans l'écosystème. Quand on évoque la mixité, c'est on évoque des équipes mixtes ou des compétitions mixtes. Donc, je ne sais pas si on veut trop rentrer dans ce débat-là pour le moment, mais c'est juste, pour l'instant, on ne parle pas vraiment de mixité, on parle surtout de proportion de femmes. C'est encore autre chose. Pour rebondir sur ce que disait Nico, c'est ce que fait Women in Games, et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord que c'est fantastique, sur cette stratégie qui se veut globale et de montrer qu'il y a une nécessité d'avoir des femmes qui créent les jeux vidéo, et pas simplement que sur les aspects artistiques, mais aussi sur le game design et la programmation, donc les métiers techniques, technologiques. Là aussi, c'est dans nos sociétés, tous les métiers techniques, on a plutôt tendance à les détourner des jeunes femmes, ou en tout cas à détourner les jeunes femmes de ces métiers techniques. Là aussi, il y a un vrai travail à faire. Mais je pense que parmi les solutions envisageables, au-delà de tout ce qui est mis en place, il y a aussi un besoin de montrer que c'est dans tous les secteurs, ou en tout cas à tous les postes, que l'on peut retrouver des femmes, et notamment des femmes dirigeantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des femmes dirigeantes dans l'e-sport, des femmes qui dirigent des structures e-sportives, que ce soit des structures organisatrices d'événements ou des équipes e-sportives, sur le territoire français, elles se comptent sur les doigts d'une main. À l'échelle internationale, il y en a déjà un peu plus, mais encore, il faut les connaître, faut le savoir. Et donc ça aussi, on a besoin de femmes qui soient visibles, pas à la fois en tant que joueuses, mais aussi en tant que coach. On a des femmes coachs sur les plus grandes scènes compétitives, j'en connais pas des masses, mais elles sont souvent managers plus que coachs, les jeunes femmes, et elles se retrouvent toujours sur des secteurs et des corps de métiers très, très spécifiques, et aussi en tant que dirigeante, et pas simplement que en tant que host au cast. On manque aussi beaucoup de jeunes femmes de manière générale au commentary, on manque. Ça mériterait d'avoir plus de diversité, et en plus là on parle que des femmes, mais oui. Bien évidemment des personnes en situation de handicap, des personnes racisées, des personnes transgenres, des personnes intersexes, des personnes gays et lesbiennes, et ainsi de suite. Donc on a besoin de plus de diversité dans cet écosystème qui est de manière générale pour l'instant, selon les scènes compétitives, bien évidemment il y a des différences, mais encore majoritairement blanches caucasiennes, parfois eurasiatiques, et principalement cis-hétéros, quoi. Et c'est pas mal, mais c'est juste la diversité. On le sait, on a pas mal d'études scientifiques qui montrent que la diversité, dans tous les cas, est plutôt bénéfique. Donc, autant en profiter et faciliter les conditions d'accès. C'est qu'il y a des obstacles, on l'a dit, c'est des obstacles qui sont sociologiques, des constructions sociales, un marketing qui a été pendant longtemps genré. Ça est apparu dans le chat, mais effectivement, la question de la représentation des corps féminins dans les jeux, ou en tout cas des personnages féminins, là, il y a des études scientifiques qui sont divergentes. Il y en a qui estiment qu'effectivement, c'est un vrai frein à l'identification des joueuses, parce qu'on ne va pas s'identifier à un personnage hypersexualisé, objectifié, auquel on ne se reconnaît pas. Après, il y a d'autres études qui montrent que c'est aussi ça l'intérêt du jeu, c'est de pouvoir jouer des personnages qui ne nous ressemblent pas. Et c'est aussi ça... au-delà du jeu vidéo, c'est jouer aux gendarmes et aux voleurs. Moi, je ne serai jamais un gendarme. Je peux jouer aux gendarmes et aux voleurs et être le gendarme. C'est transgressif, et c'est ça qui est aussi intéressant avec le jeu vidéo, de pouvoir incarner un personnage qui est transgressif par rapport au réel social quotidien. Donc, mais bref, il y a plein d'obstacles aujourd'hui, et toutes les initiatives, je veux dire, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il y a urgence, en fait. C'est ça mon propos, c'est qu'il y a une réelle urgence. On serait à 40% de femmes et 60% d'hommes, on aurait le temps de réfléchir à quelle est la meilleure solution et à faire attention. Aujourd'hui, on est à 4%, 96%. Je pense qu'il n'y a pas à réfléchir 5000 ans, quoi. C'est toutes les initiatives qui sont là pour promouvoir la place des femmes ou la place de la diversité de manière générale dans l'e-sport sont nécessaires. Que ce soit des choses sur lesquelles on ne soit pas tous et tous d'accord. C'est pour ça que j'en venais à ces questions de ligue exclusivement féminine ou d'équipe exclusivement féminine. On n'est pas tous forcément d'accord là-dessus. La réalité, c'est que cette initiative, elle va servir, si elle sert à 10 femmes, ça sera toujours plus que ce que la scène a connu, cette scène compétitive. Donc si c'est bon pour 10 femmes, c'est bon de manière générale. Après, quand on sera à 35% ou 40% de femmes, il sera toujours temps de se dire, est-ce que c'est nécessaire? Mais pour l'instant, il y a urgence. Donc à tous les niveaux, il faut faire des choses, et tous les réseaux d'entraide, tous les groupes
en anglais on appelle ça des advocacy groups, donc des groupes qui militent, des militants quoi, de manière générale qui œuvrent dans ce sens-là. Toutes les initiatives, que ce soit aussi en France le RIJV qu'on cite pas beaucoup, mais le RIJV qui fait aussi un super boulot à ce niveau-là. Mais voilà, toutes les initiatives sont hyper bonnes, quoi. Voilà. Ouais, je t'appuie sur cette question d'urgence et je dirais même c'est une urgence à ne pas se décourager parce que malheureusement dans l'e-sport j'ai l'impression qu'on veut tout dans l'immédiateté, on a peu de patience parce que tout va très vite, hein, beaucoup de choses se développent et malheureusement sur les questions de mixité ça va prendre du temps, il faut pas se décourager de ne pas voir plus de femmes, plus de mixité, plus de couleurs aussi dans les équipes tout de suite là, dans les 6 mois qui arrivent et se dire que c'est comme pour toute cause en fait qu'on défend, ça prend plusieurs années, ça prend du temps avant de voir les résultats et donc j'appelle vraiment aux personnes à ne pas se décourager en fait si on ne voit pas les résultats tout de suite. Et notamment chez Women Games, on fait beaucoup de projets et on n'en voit pas tout de suite les résultats et on sait que ça prendra du temps. Mais il ne faut pas abandonner parce que c'est vrai que là, si on lâche ce type d'initiative, si on lâche tout ça, malheureusement, on va creuser encore plus l'écart. Et tu en as bien parlé aussi, c'est pareil pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes de différentes orientations sexuelles ou différentes orientations ethniques. Il y a un manque vraiment de mixité d'une manière générale quand vous regardez les équipes professionnelles, c'est foudroyant quoi, on le voit et c'est vraiment dommage de se couper à ça. Et il y a aussi la différence entre classes sociales, hein, il faut le dire que jouer à un jeu vidéo ça peut coûter cher aussi, c'est pas accessible à tous. Donc il faut penser aussi accessibilité, aider aussi ces personnes-là. Donc il y a beaucoup de boulot, mais ce que je voulais dire c'était vraiment de ne pas lâcher parce que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Je pense qu'on a trop attendu déjà pendant 15 ans en se disant que ça viendrait naturellement. Et là, on se rend compte que naturellement, malheureusement, ça ne vient pas. Et on a vu dans le chat que ça parlait aussi beaucoup du sujet de toxicité, qui je pense est un sujet en soi qu'on serait amené à discuter pendant très longtemps, parce que ça touche beaucoup de monde, toutes les minorités de manière générale, mais aussi des gens qui n'ont absolument rien fait sur le jeu et qui se font insulter à tout va. Ça, c'est aussi un sujet qui est très important et qui va être important dans les années qui viennent pour les éditeurs, pour les organisateurs d'événements. La toxicité, elle est quand même un peu choquante quand on voit ce qu'on est capable de vivre sur un jeu vidéo. Voilà, c'est aussi un gros sujet. Il va être bientôt 21h dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire encore en dernier, un petit mot sur ce sujet de mixité, mais peut-être mixité au global, justement. Mélissa, peut-être. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner peut-être à des personnes, que ce soit des jeunes femmes ou des personnes qui se sentent dans une minorité dans l'e-sport? C'est difficile. Je dirais ne pas penser que c'est pas pour vous. Même si voilà, tout l'environnement des fois peut amener à nous faire penser que bon bah c'est pas pour nous. Moi quand on m'a présenté StarCraft 2, on m'a dit voilà, ça se passe dans l'espace, c'est un jeu, faut appuyer fort sur le clavier, faut cliquer la souris, il y a les aliens, il y a les machins. J'étais en train de me dire mais de quoi on me parle? Et en fait, je sais plus qui m'a dit mais non en fait c'est juste les Sims qui font la guerre et puis tu dois dire à qui fait quoi. Et là je me suis dit ah ouais carrément, ok bon alors je vais peut-être essayer. Et j'étais malgré le fait qu'on m'ait dit ça, j'étais quand même un peu intimidée à me dire c'était un gros jeu etc. Et en fait voilà, la majorité des gens seront bienveillants, puis le reste, bah, faut les confronter ou faut les ignorer, mais faut pas se dire que c'est pas pour soi parce que c'est pas vrai. Et on trouvera toujours des gens comme nous pour nous donner la force, et voilà quoi. Oui, il y a quelqu'un dans le chat justement qui en a parlé tout à l'heure en disant est-ce que aussi c'est lié au style de jeu, que ce soit un style un peu guerrier ou militaire et là tu le soulignes en fait, tant qu'on aime un jeu, si on aime un jeu et si on accroche à un jeu, peu importe finalement, ça n'a pas de rapport, il faut y aller, il faut pas se dire tiens c'est un jeu pour les mecs, je vais pas y jouer quoi. Ça Exactement. c'est ok. Alors il y a Lita qui dit perso c'est mon chéri qui m'a initié et mine de rien ça compte l'éducation dans les jeux vidéo. Ouais, absolument. Bah effectivement, mieux on est accompagné et mieux ça se passe aussi. Je pense que pour les personnes qui ont eu des bonnes expériences, c'est parce qu'elles aussi étaient bien accompagnées, bien entourées. Et donc Ouais. c'est important de se soutenir aussi les uns les autres. Mm. Qu'est-ce que vous avez à dire, Nicolas Pidancé, peut-être sur ce sujet-là? Je rebondis sur la partie éducation. Je pense effectivement Oui. qu'il y a un effort à faire des services de l'éducation, tout comme des parents, sur avoir une approche au divertissement notamment, mais aussi à tous les autres sujets qui n'est pas trop genré avec ces jeunes. Moi,
envie de profiter de parler d'une bonne expérience qu'on a menée avec 3 écoles en Suisse, où on a pu amener des tournois dans des classes, chaque fois pour des 13-17 ans. Donc pas 13-17 ans la classe, mais les 3 classes avaient des âges différents entre 13 et 17 ans. Et en fait, c'était un circuit de compétition sur un jeu indépendant que du coup aucun élève ne connaissait. Mhm. Ce qui fait que ça rajoute de l'équité au départ de la compétition, parce que si on ramène Mario Kart, FIFA, Fortnite ou n'importe quel jeu, on va toujours se retrouver dans une classe avec quelques joueurs qui ont déjà joué et qui ont un avantage sur les autres, et la compétition va en général être assez one-sided de ce côté-là. Et là, en amenant un jeu indépendant, on a eu... Et on n'a pas forcé, mais les profs étaient avec nous, et du coup, toute la classe a participé, les jeunes garçons comme les jeunes filles. Et parfois les filles avec un peu de réticence, en mode le jeu vidéo c'est pas pour nous, on traîne un peu des pieds quand il faut aller s'inscrire, etc. Et 2 fois sur 3 en fait, on a eu des équipes féminines qui ont gagné sur les 3 tournois, et qui du coup ont complètement renversé leur discours de les jeux vidéo c'est pas pour nous, vous voyez, quand vous savez pas jouer au jeu et qu'on le découvre en même temps, en fait on est tout aussi forte que vous. Et je pense qu'il y a vraiment un côté où ça peut être très décourageant, mais très vite, dès que cette première barrière, elle est passée et qu'on a vu qu'en fait, on a toute sa place dans cet univers-là, ou bien une joueuse qui souffre de la toxicité online et qui va à sa première LAN et qui voit qu'en fait, elle est très bien accueillie, je pense que c'est une grosse barrière, mais une fois qu'elle est franchie, je pense que c'est difficile de revenir en arrière, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des jeunes pour qu'elles se sentent pas exclues de cet univers en tout cas. Très bien. Et Nico Beson, le dernier mot sur la mixité? J'aime beaucoup cette anecdote, je la trouve trop cool. Ouais. Non, peut-être le dernier mot, c'est de dire que les acteurs majeurs de l'e-sport sur le territoire français sont fondamentalement des gens bienveillants et qui voudraient voir plus de femmes. C'est juste qu'ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas les outils, ils ne sont pas éduqués à ça. Mais je veux dire, si vraiment on se fixe à l'écosystème majeur de l'e-sport, c'est des gens qui sont fondamentalement convaincus que la diversité est nécessaire. Après, il y a des mauvaises expériences, malheureusement, en ligne. Il y a une misogynie systémique dans un sexisme systémique dans notre société qui dépasse simplement celui de l'e-sport, mais les gens sont plutôt bienveillants. Donc ça permet de rester un peu optimiste par rapport à l'avenir, et qu'il y a une vraie volonté de la part de l'écosystème de s'emparer de ces questions-là, en tout cas pour la question des femmes. Sur la question de la diversité de manière générale, il y a plutôt aussi un regard qui est plutôt assez optimiste, mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire quand on le voit juste au niveau de notre société, comment ça peut être clivant. Là, moi, dernièrement, je posais la question, est-ce qu'on est capable de citer des joueurs et des joueuses noires sur PC, quoi, au plus haut niveau dans l'e-sport? C'est hyper compliqué. Je pense que ça doit au moins... on doit au moins, en tout cas, essayer de prendre conscience de ces choses-là avant même de vouloir faire des choses. Il faut déjà qu'on arrive à accepter qu'il y a un problème, quoi. Et donc, encore une fois, ça passe par de l'éducation. Moi, je suis pour les discussions, pour se rapprocher des réseaux d'entraide, pour discuter avec les personnes qui sont concernées. Et puis après, si vous avez envie de pousser par des lectures qui peuvent certainement, en tout cas, aider à se confronter à ces questions-là de manière un peu plus approfondie. Et puis, encore une fois, pas hésiter à apporter des initiatives sans qu'elles soient forcément hyper ambitieuses, quoi. Je veux dire, c'est évident que si Women in Games a la volonté de changer toute la face de l'industrie de l'e-sport et du jeu vidéo demain, c'est un coup à perdre toute motivation, mais c'est parce que le projet il a vocation à être longitudinal et à être sur le long terme qu'il a une vraie légitimité et une vraie cohérence, quoi. C'est parce qu'on sait que le chemin est long, mais c'est pour ça qu'il est cool. Ouais, et on trouve ça super qu'il y ait aussi type d'initiative, aussi de partager cette voie et d'inviter, d'initier aussi d'autres personnes qui ont envie de créer des projets. Et j'en profite aussi pour remercier Nielsen qui a créé du coup cet événement aujourd'hui et qui a créé son association aussi. Qui s'appelle GL Paris et qui justement veut aussi œuvrer dans ce sens-là. Donc c'est beau d'avoir des gens qui viennent aussi se rallier et créer leur propre initiative. Et nous, on est très contents. En fait, l'idée, c'est on ne peut pas avoir une seule association qui a le monopole de la mixité sur le territoire. Il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'il y ait le plus d'initiatives possible. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à améliorer les choses. Donc voilà, on a terminé, il est 21h02.
Est-ce que vous avez un petit mot à dire, un dernier mot à dire peut-être autour justement de ces discussions qu'on a eues? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que ça vous a plu? C'était donc un petit talk show, une petite discussion autour des sujets de l'e-sport, donc initiative de Nielsen, de GL Paris, en partenariat avec Loisirs Numériques, qu'on remercie vraiment beaucoup, notamment pour la prod aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, je vous laisse